Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Un podcast que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur votre plateforme audio préférée. Échangez également avec nous sur X, Facebook ou Instagram. Cette semaine, dites-nous comment, à votre avis, les Mavs doivent gérer le retour de Luka Doncic après les dernières victoires convaincantes sans leur superstar candidat MVP. En tout cas, on va en parler avec mes deux acolytes de Howdy Mavs, à commencer par Quentin. Salut Quentin. Salut Barnabé, salut tout le monde. Très joyeux Thanksgiving pour ceux qui nous écoutent et qui sont aux USA, comme mes deux compères Nico et Barn, qui profitent d'un bon jour férié. Et puis bonjour à toute la Mav Nation, on est dans une bonne passe en ce moment, donc ça fait super plaisir de vous retrouver. Et je suis avec Nico qui prépare la dinde. Là, elle est dans le four, ça y est. Ouais, déjà, c'est déjà lancé. Effectivement, c'est la journée de Thanksgiving, donc ça ralentit un petit peu. C'est un moment de célébration, donc c'est très sympa. Écoutez, moi je suis en pleine forme. Je suis comme Najee Marshall, je suis saignant. On enregistre cette émission le 28 novembre. Hier, on a pu assister à la victoire des Mavericks contre New York, 129-114. On va revenir sur cette rencontre dans cette émission. On va aussi devoir parler de pas mal de joueurs parce que les victoires récentes des Mavericks, elles ont été collectives. On va parler de Najee Marshall, on va parler de Quentin Grimes, de PJ Washington, de Spencer Dinwiddie, et évidemment aussi de Kyrie Irving. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on revienne sur cette belle dynamique récente. Les gars, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on a fait une émission où on avait un niveau de frustration extrême après les 4 défaites de suite des Mavericks. On a un peu oublié, je pense, ce moment. On est dans une dynamique incroyable. 7 derniers matchs, 6 victoires, 1 défaite, sachant que la défaite, elle était en prolongation contre Miami. Ces victoires, elles sont avec un effectif réduit, souvent sans Luka Doncic. Franchement, une belle dynamique, Quentin. Ouais, clairement, c'est une superbe dynamique. J'irais même plus loin que les 7 derniers matchs. Effectivement, tu parlais de cette série où on était extrêmement, extrêmement frustré, mais en prenant un peu de recul, c'est aussi quand même 4 matchs qu'on perd à une possession. Donc en fait, j'ai envie de dire, même sur les 11 derniers matchs, en fait, il y a 7 victoires, il y a une prolongation et il y a 4 défaites de une possession, donc face à des gros cadres, mais il n'y a aucun match où on est totalement largué. Si on prend même depuis le début de la saison, je suis même pas sûr qu'il y a peut-être une défaite de 12 points contre les Suns, mais de manière générale, cette équipe des Mavs, elle est solide et la dynamique actuelle est vraiment très très bonne. En plus d'avoir des victoires qui sont rassurantes pour le collectif, elles sont super super sympas à voir pour nous les fans. Enfin, je sais pas vous, mais moi vraiment j'ai un très très grand plaisir à regarder ces matchs, encore plus des fois que quand on avait peut-être un Luka qui était exceptionnel mais qui était un peu plus seul. Là, c'est encore plus kiffant de voir 4, 5 joueurs à plus de 15 points, de 20 points. J'adore, franchement j'adore. Et cette équipe, là, elle nous montre une vraie résilience et une vraie profondeur. Et on sait que ça a pu manquer dans le passé. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super cool. C'est vrai qu'on a eu une petite défaite qui fait tâche face à Miami parce que on aurait pu la gagner. Il y a ce lancer que Kyrie rate qui nous aurait donné 2 possessions d'avance. Et au final, voilà, on va en prolongation et ça le fait pas. Mais voilà, il faut se satisfaire des résultats qu'on a. Une victoire en back-to-back face à Atlanta, alors que ça commençait vraiment pas bien, qu'on était fatigué et au final on va la chercher. Euh, Tout ça nous donne vraiment un mood actuel qui est très très bon pour nos Mavericks et pour leurs fans. Ouais, finalement, les Mavericks sont à 11 victoires et 8 défaites. Ils sont 9e à l'ouest. Donc, vu comme ça, on se dit, ouais, départ moyen des Mavs. Mais quand on regarde les ratings offensifs et défensifs, 4e meilleure attaque, 9e meilleure défense, ça, c'est des stats qui sont pour des équipes qui visent le titre. Oh, ouais, clairement. Mais moi, je suis même étonné que tu me dises quatrième attaque. Je nous vois bon, mais je ne voyais pas limite aussi bon. Mais écoute, ça fait plaisir. Et puis oui, tu le dis, bon, 9e ou 8e de l'Ouest, je sais plus. Ça me fait penser que hier, pendant le match là sur ESPN, en dessous de là où il y a le score, vous avez écrit en dessous le bilan et le classement. Et donc, on voyait que les Knicks et les Mavs étaient pareils. Je crois que tu avais 11-8 d'un côté, non, 18 d'un côté et 17 de l'autre. Et d'un côté, tu avais écrit 9e de l'Ouest et de l'autre, 4e de l'Est, un truc comme ça. Bon, ça me fait toujours rire. Mais bref, on remonte petit à petit dans notre classement de l'Ouest. C'est très très dense, mais les choses commencent à revenir dans l'ordre et nos Mavericks vont monter petit à petit.
Et Nico, on a parlé la semaine dernière du match contre Denver. C'était un jeu collectif léché des Mavericks. Encore une fois hier contre New York. Là, sur cette série dont on vient de parler, il y a 5 matchs sans Luka, 4 victoires, une défaite donc contre Miami en prolongation. On est à un lancer franc de 5 victoires sans Luka. Le temps où Luka avait besoin de faire un triple-double de 40 points pour voir Dallas gagner, il est bien oublié. Ouais, absolument. Ben là, le point commun de toutes ces victoires, c'est le collectif en fait. C'est vraiment le cœur, l'abnégation et globalement le talent aussi d'une équipe qui est bien diminué parce que sur les derniers matchs, il manquait quand même un paquet de monde. Évidemment, Luka, mais il nous a manqué Clay, Lively, Grimes contre Atlanta. New York, il manquait encore Luka, Exum, Clay, Gafford. Enfin, on gagne en fait des matchs en étant sérieusement diminué, avec un effort collectif et un cœur qui font plaisir à voir en fait. Et je pense qu'on n'est pas uniquement dépendant du talent d'un ou deux joueurs. Alors après, on a eu des masterclass de Kyrie Irving et on va en reparler, des sacrés matchs de plusieurs joueurs qui sont montés à 20 points et avec une prestation défensive aussi de premier plan. Certains joueurs, on l'attendait un peu comme PJ Washington. En tout cas, moi, je l'attendais. Je suis ravi de le voir confirmer. Ou Kyrie Irving qui a fait plusieurs très gros matchs. Mais aussi des joueurs plus inattendus. Notamment des joueurs qu'on a un peu critiqués. Moi, le premier, comme Spencer Dinwiddie, qui j'ai l'impression qu'il est revenu aux premières heures du prime Dinwiddie ces derniers jours. Donc, mais globalement, c'est une victoire du collectif. Et ça fait encore plus plaisir, effectivement. Du coup, se pose plein de questions un peu quand tout le monde va rentrer, ce que ça va donner. Mais on apprécie ces victoires contre la Ligue 2, comme dirait Quentin, la Ligue 2 de la conférence Est, mais aussi des victoires. Pour moi, taper New Orleans super diminué, Atlanta, les Spurs aussi, quelque part, c'est normal en fait. Donc c'est cool, hein, mais bon, je ne vais pas sauter au plafond pour ça. Par contre, écraser les Knicks comme ils l'ont fait hier, battre Denver à Denver, là, c'est encore plus inattendu et c'est exceptionnel. Alors, je dis pas inattendu, ça peut pas arriver, mais de le voir réaliser, et particulièrement hier soir contre New York, je pensais honnêtement, New York était sur une grosse lignée. Les écraser comme hier soir, je ne m'y attendais pas. Donc, ouais, on apprécie pleinement les victoires collectives et surtout les victoires collectives avec. Je ne vais pas rentrer dans trop de chiffres là, je ne vais pas vous assommer de stats. Mais on a contre New York, contre Atlanta, on a 6 joueurs à plus de 10 points quand même et 4 joueurs à plus de 20 points. Miami, c'est un peu la même chose. Donc, on a vraiment une conscience collective et un effort collectif qui fait plaisir à voir. On a une série de 6 matchs là avec 6 joueurs au moins à plus de 10 points. Et c'est génial. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, Quentin. Ouais, totalement. Et quelque chose qui découle, un point très positif qui découle de ça, c'est que les minutes, elles sont super bien gérées. On a en général Kyrie, effectivement, et PJ qui peuvent jouer 35, voire 38, 39 minutes. Mais sinon, la plupart des autres joueurs, ils restent entre 28 et 31 minutes. Et ça fait que on a une très très bonne gestion de l'effectif. On a des joueurs qui peuvent plus facilement se donner à fond parce que ils savent qu'ils n'ont pas besoin de jouer 40 minutes. En plus, je dis ça en sortant d'un match contre les Knicks où Thibodeau fait jouer ses joueurs jusqu'à la dernière seconde alors qu'ils sont menés largement. Nous, de notre côté, je suis très très content de voir ça et de voir qu'on se permet du coup de ne pas forcer avec les joueurs. Ce qui fait que même lors des back-to-back, on fait jouer tout le monde. Il n'y a pas de joueurs qui sont mis au repos parce qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est très bon et ça permet d'avoir cette bonne... ce cercle vertueux qui fait qu'on a des joueurs après qui peuvent prendre confiance et qui enchaînent les bonnes performances. Et ça donne ce que tu viens de dire, 6 matchs de suite avec tant de joueurs à plus de 10 points, c'est très bien. Et quand l'effectif sera au complet, ça va nous donner en fait un roster avec une belle profondeur et pas mal de joueurs sur lesquels on sait qu'on peut compter. Ouais. Et c'est vraiment plaisant pour moi là, de voir que certains joueurs où on se demandait un peu quelle allait être leur place dans la rotation et qui avaient des difficultés un peu à se mettre en confiance, on va parler de confiance au début de l'année. Là, les voir franchir des paliers et devenir vraiment, j'ai envie de dire quasiment exploser pour Najee Marshall, on va revenir dessus, ou même de vraiment trouver leur place et de devenir pas très loin d'être indispensable comme Quentin Grimes. Voilà, ça renforce l'idée qu'on a un banc solide, on a un effectif qui n'est pas un effectif de 7-8 joueurs, on a un effectif de 10-11 joueurs. Et
et c'est ce dont on a besoin pour pouvoir bien gérer les 82 matchs de la saison Mm. régulière. Et je 82 vais, matchs, c'est long, hein. Il faut considérer les blessés. Il y en aura un toute l'année. Il faut pouvoir gagner des matchs avec un effectif qui est large. C'est ce qui se passe, donc c'est encore plus satisfaisant. et je vais même avoir une remarque de quelqu'un un peu sans cœur, mais le fait d'avoir aussi tous ces joueurs qui jouent et qui jouent bien, ça nous fait une petite vitrine de joueurs très intéressants qui peuvent intéresser d'autres franchises en février prochain quand on aura un peu plus affiné l'effectif et s'il y a des ajustements à faire, eh ben c'est intéressant d'avoir des joueurs qui performent et dans lesquels d'autres équipes seraient prêtes à donner pas mal d'assets en retour si le besoin se faisait sentir, hein. Je dis pas qu'aujourd'hui il y a des joueurs que je veux trade absolument, mais je dis juste que c'est une bonne chose à avoir en tête aussi pour février prochain. Alors les gars, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le match d'hier contre New York, parce que c'était la rencontre qu'on attendait, le retour de Jalen Brunson à l'American Airlines Center. Nico, je sais que tu as grandi fan des Knicks. Ouais. Alors les Mavs, ils jouent contre les Knicks seulement 2 fois par saison, mais il n'y a pas une rivalité incroyable peut-être entre les deux, mais il y a quand même une histoire commune. Pourquoi est-ce que les matchs entre Dallas et New York sont si spéciaux? Ouais, il y a quand même des traits communs dans les deux franchises. Et il y a historiquement beaucoup de joueurs qui ont navigué entre les deux franchises. Un peu ça sur les différentes générations. Donc, quand je dis ça, je pense à la fois des joueurs comme, un peu pour les plus vieux d'entre nous, des gens comme Derek Harper, par exemple, qui joue des années à Dallas avant de passer par les Knicks de Pat Riley. Tyson Chandler, qui a quand même un rôle particulier quand même à Dallas, hein, quand même notre pivot historique de notre titre historique. Tyson Chandler, on a plus récemment Porzingis, et même encore plus récemment, alors c'est pas un trade, mais Jalen Brunson, du coup, qui est passé côté New York. Quentin Grimes, du coup, qui a joué à New York, qui est maintenant de notre côté. Notre Enfin, il y a coach. quand même historiquement un paquet de joueurs, du coup, qui ont été un peu dans les deux franchises. Et il y a un autre point quand même des grosses villes, du coup, de sport aux États-Unis. Alors, je ne parlerai pas des Cowboys dans ce podcast, mais il y a quand même une passion commune du sport. Et voilà, enfin, il y a toujours une certaine rivalité. Et effectivement, historiquement, ces dernières années, beaucoup de trades entre les deux franchises, pour le meilleur et pour le pire. Donc ouais, pour moi, c'est toujours des matchs intéressants entre Dallas et New York. Et effectivement, je l'avoue, ayant grandi dans le fanatisme des Knicks de Pat Riley, mais vivant à Dallas depuis 8 ans maintenant, je surveille toujours un peu ces matchs-là qui sont un peu toujours particuliers pour moi. Et du Voilà. coup, dernier truc pour parler de ces matchs-là, aller à Dallas et vivre à Dallas et voir les matchs contre New York, ça vous rappelle d'ailleurs le poids un peu de la franchise de New York. Vous voyez les prix qui explosent. C'est un peu comme les matchs contre les Lakers. Quand vous regardez les prix, c'est pas du tout les mêmes. Et regardez la fanbase, c'est pas exactement non plus la même. C'est toujours plein de New-Yorkais à Dallas, prêts à regarder, voir les Knicks de Thibodeau cette année. Et voilà, en plus, la dynamique des Knicks était particulièrement intéressante. Ils ont eu un peu du mal à débuter, mais j'ai l'impression qu'ils remontaient un peu ils remontaient un peu des braquets là, ces derniers matchs. Donc ça a donné un match vraiment avec Dallas sur une grosse dynamique, les Knicks aussi. Donc ouais, c'était particulièrement excitant de voir ça. Ouais, il faut dire que les Knicks venaient de battre Denver. Je crois que c'est 145-118. Ils ont quand même mis 145 points à Denver, à l'extérieur. Donc, on attendait quand même un gros match. Il faut dire que les Mavs, ils les ont vraiment dominés. On peut dire de bout en bout. Il n'y a pas eu vraiment de match. Grosse victoire des Mavericks. La victoire la plus convaincante de l'année, à ton avis? Ah ouais, pour moi là, il y a plusieurs matchs là qui m'ont vraiment convaincu contre une grosse adversité, que ce soit OKC, Denver et New York à la maison. C'est un match à la télévision nationale, donc qui a beaucoup plus d'attention juste avant Thanksgiving. Ça a l'air de rien, mais c'est très regardé. Tout ça sans plusieurs joueurs majeurs, donc pareil, l'adversité, la capacité à bousculer une équipe et quand même à dominer globalement le match contre une franchise qui avait faim sur une diffusion nationale. Ouais, honnêtement, je m'y attendais pas, hein. J'espérais une victoire, mais je m'attendais à un match très serré. Et pas du tout en fait. Globalement, ils ont dominé l'ensemble du match. Ils ont quasiment, je vais pas dire ruiné le match de Jalen Brunson
à Dallas parce que Jalen Brunson était encore super fort, mais on a eu une masterclass collective une nouvelle fois. C'est vraiment le mot que je veux retenir. Masterclass collective avec exactement les mêmes qualités qu'on a vues sur les derniers matchs, mais cette fois face à une adversité qui était nettement supérieure. Donc, ça fait encore plus plaisir de les voir du coup écraser les Knicks de Thibodeau. Effectivement, c'est marrant ce que tu disais, le coaching. On ne peut pas faire plus opposé entre la rotation large qu'apportait Kidd et Thibodeau qui fait saigner ses joueurs jusqu'à la dernière goutte. Avec si peu de rotation dans son effectif et à insister toujours sur les mêmes joueurs. Ouais, d'ailleurs, les 37 points de Brunson, ils sont quand même. Alors, les stats sont magnifiques, hein. 14 sur 21 au tir, 37 points. Mais en fait, quand tu as regardé le match, tu te dis, ah ouais, ok. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, il y a un nombre de points. Je sais pas combien il y en a, mais dans le quatrième quart-temps, où en fait, sur les dernières minutes, vous savez, c'est le genre de truc où l'équipe, elle est menée de 12 points, donc ils attaquent très 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 vite, ils vont au panier. En fait, on laisse un peu scorer à 2 points. Nous, on veut juste défendre à 3 points et pas faire de faute. Et du coup, il a plein de lay-ups faciles, des trucs comme ça. Et à la fin, tu étais là, tu disais, oh mon gars, c'est bon, fais-les sortir tes joueurs. Et au final, Brunson, il finit à 37. Mais je me souviens de m'être dit, oh là là, c'est vraiment un 37 points qui est pas beau. Et là, je retombe sur les stats, je vois 14 sur 21. C'est ouf comme ligne de stats. Mais bref, oui, comme tu dis, c'est du Thibodeau tout craché. Moi, je mets quand même la victoire de Denver au-dessus parce que c'était à l'extérieur. On avait appris, on était un peu plus dans le doute là, de ce collectif. Est-ce qu'il est vraiment capable d'être aussi fort? Et puis surtout, bon, ça vous le savez, je mets Denver quand même au-dessus de New York en termes d'équipe qui me fait peur. Mais oui, c'est quand même, je pense, top 3 avec OKC et Denver, cette victoire. Elle fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de malchance de New York, hein, à 3 points notamment. Bon, bah, il en faut toujours un peu de réussite pour nous. Mais globalement, défensivement, on a fait un super taf. Je crois que New York a jamais mis aussi peu de points en une mi-temps que hier. A jamais été aussi mauvais au pourcentage que hier sur cette saison actuellement. Donc bon, ça, c'est pas quand même que du hasard. C'est bien dû à une très très bonne défense. Et la défense, c'est pas individuel, c'est collectif. Donc ouais, c'est tout bon pour nos Mavericks. Et moi, Ouais, j'ai juste porté un regard particulier sur Quentin Grimes en me disant, et je me fais peut-être des films là, mais en me disant qu'il avait quand même envie d'envoyer un message un peu au general management des Knicks, là, montrer un peu tout le talent qu'il peut avoir dans cette équipe des Mavs et combien il serait bien content les Mavs d'avoir un Quentin Grimes dans leur effectif. les gars, J'ai j'aimerais trouvé qu'on... très motivé, assez saignant, particulièrement en défense, Quentin Grimes. Il l'est déjà d'habitude, mais là, je l'ai trouvé particulièrement affûté et motivé dans ce match-là. Les gars, j'aimerais qu'on revienne sur les joueurs parce que bien sûr, c'est une victoire collective et ils ont tous apporté. Et c'est pas que contre New York, hein, c'est vraiment ces derniers temps. Le premier d'entre eux, c'est obligatoirement Kyrie Irving. C'est le leader de l'équipe quand Luka n'est pas là. Et vraiment, quand on le regarde jouer, ça se voit que c'est le leader. Et ce que j'adore avec Irving, c'est qu'il fait jouer les autres. Il laisse le jeu venir à lui. Et si on a besoin de lui, il accélère. Et ça, on l'a remarqué contre New York. Hein, à la fin, bon, les Mavs menaient de 13 points. Il fallait un peu terminer le match. Hop, Kyrie Irving prend le lead. Et on l'a vu également contre Atlanta dans le quatrième quart-temps. Les Mavs étaient en difficulté. Là, Irving, il a dit, OK, il faut que je prenne les choses en main. Le quatrième quart, il a été extraordinaire. Irving, franchement, il est épatant. Oui, bah, t'as quasiment tout dit. Je vais juste quand même aller, pour être un peu tatillon, je note que sur ces derniers matchs, il y a un peu plus de déchets au tir qu'habituellement. C'est aussi dû au fait que vu qu'il n'y a pas Luka, il a des positions de tir qui sont plus compliquées, donc c'est logique. On est à 3 matchs de suite où il est en dessous de 50%, alors que depuis le début de la saison, il était toujours au-dessus, mais ça reste quand même très propre. Il a des tirs à 3 points qui met, enfin vous les voyez, ce genre de tir où au final il a la balle en main, pardon, et d'un coup voilà, il prend son pull-up à 3 points. C'est des tirs qui sont quand même très compliqués. Il a des pourcentages qui sont bons, et c'est ce genre de tirs qui font très très mal à l'adversaire, notamment face à Atlanta. C'est vraiment ce match-là où j'ai trouvé qu'il y a eu le plus gros impact, là où l'équipe en avait besoin. Et voilà, hein, on est sur un joueur qui va tout droit au All-Star Game. Il faut remonter un petit peu au classement, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va arriver. C'est un joueur qui est adoré par les fans, adoré par les joueurs, pas vraiment par les médias, même si ça change peut-être depuis 1 an, 2 ans. Mais je pense que ouais, il va aller au All-Star Game. La question, ça serait
est-ce qu'il sera titu ou pas? Mais oui, il fait des super stats et voilà. Comme encore une fois, très 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 heureux d'avoir un mec comme Kyrie Irving dans l'effectif. Et que même que ça soit pendant le match ou après le match, dans chacune de ses interviews, il est très réfléchi. J'ai adoré quand il a eu des propos pour son frère, Luka, notamment sur les matchs à l'extérieur où on sait que Luka n'a pas pu venir à cause de sa blessure au poignet. Et Kyrie, tout de suite, il a pensé à avoir une phrase à l'antenne pour Luka en disant tu nous manques, hâte de te retrouver, j'espère que tout va bien à la maison pour toi. C'est des trucs de leader, ça. Donc, c'est super cool. Il sait bien qu'il y a des gens qui vont parler, et puis nous, on va le faire, hein, de Luka par rapport à l'effectif, etc. Lui, il s'en fout de tout ça. Il est là pour le collectif. Et c'est super bon. Voilà. Grande, grande confiance en Kyrie Irving pour ma part. Et c'est très bon d'avoir un gars comme lui pour structurer l'effectif. Ouais, moi, ce que j'adore, c'est son côté vraiment altruiste, hein. Enfin, je le répète, mais j'ai l'impression que s'il a pas besoin d'accélérer, il le fait pas, il laisse les autres jouer. Est-ce que tu vois ça aussi, toi, Nico, dans son jeu? Est-ce que c'est pas finalement grâce à lui qu'on voit cet apport collectif dont on parlait plus tôt? Ouais, pour aller un peu plus loin et remonter très légèrement dans le temps, moi, je soulignerais la réhabilitation globale de Kyrie Irving. Je rappellerai juste que quand il arrivait à Dallas, on avait des commentaires disant c'est un excellent joueur, mais c'est un cancer d'équipe, c'est tout sauf un leader, blablabla. Bla, 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 bla. J'ai l'impression que c'est il y a 15 ans, ça, alors que c'est pas du tout il y a 15 ans, c'est quelques années. Et maintenant, c'est devenu, et il est reconnu comme un leader respecté, suivi, écouté par tout le monde. Et ça se sent en fait. Donc pour moi, c'est là, il est vraiment le leader modèle. Il a l'air, enfin, après plus globalement, tu sens qu'il est bien dans sa tête, tu sens qu'il est stable. Enfin voilà, il respire le bien-être, ça se sent. Et après niveau basket, je pense qu'il n'y a jamais eu il y a jamais eu de doute en fait. Il se comporte quand il doit prendre le jeu à son compte, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Il sait tout faire de toute façon, donc il peut le faire. Les moments où il doit se révéler plus en passeur, il peut le faire. Et tu le sens vraiment respecté, adoré par ses coéquipiers, et ça se ressent par tout le monde. Donc, en plus, avec ce niveau de talent, voilà, il amène tout le monde avec lui, vraiment. Donc, ouais, complètement leader d'équipe, reconnu, respecté, et capable de tout faire sur un terrain et d'adapter en fonction de ce que l'équipe a besoin, ce qui est ce qui est une qualité excellente. Il y a même un petit truc en plus. On a un joueur qui a quand même bientôt 33 ans, donc on sait que c'est quand même vieux en NBA. Il a eu aucun mal à enchaîner 2 matchs de suite, donc en back-to-back, avec le déplacement en avion entre Miami et Atlanta, à plus de 41 minutes contre Miami, 40 minutes contre Atlanta. Il est dans un état de forme qui est excellent, vraiment une hygiène de vie qui est folle. Donc, si un jour quelqu'un vient vous dire qu'on ne peut pas être en forme physiquement avec un régime vegan ou quoi, vous lui parlez de Kyrie Irving, qui, pour ceux qui ne le savent pas, suit ce régime depuis quelques années maintenant. Et vous montrez voilà, qu'on peut tout à fait avoir un état physique parfait, parce que c'est clairement dans cette condition que Kyrie est à son âge. Vraiment, ça c'est chapeau à lui. Donc, on sait qu'en des fois, on a un petit peu de discussion par rapport à Luka, mais en tout cas, je suis bien content qu'on n'en ait pas par rapport à Kyrie. C'est vraiment cool d'avoir un joueur qui physiquement, il tient la route comme ça, il peut jouer de longues minutes sur de nombreux matchs. Alors, il y a un autre joueur qui probablement explique la grande dynamique et la belle dynamique des Mavericks récemment, c'est PJ Washington. Contre New York, il nous fait un match extraordinaire, 19 points, 10 rebonds, 7 passes, quasiment un triple-double. On se rappelle qu'il a été absent pendant les défaites, là, les 4 défaites de suite en début novembre. Est-ce que c'est PJ Washington qui finalement est la colle qui permet à cette équipe d'être très performante? Bon, on a plusieurs tubes de colle quand même, il n'y en a pas qu'un seul. Mais je dirais que PJ Washington, en tout cas, depuis ce début de saison, et particulièrement là, depuis les 7-8 derniers matchs, depuis qu'il est vraiment revenu de blessure, en fait, il nous rappelle combien il est essentiel. C'est un maillon essentiel dans l'équipe des Mavs cette année. Je le trouve vraiment qui monte en température là et qui s'impose vraiment comme un joueur. Une nouvelle fois, on n'a pas forcément beaucoup de backup à PJ Washington dans ce qu'il peut apporter offensivement et défensivement, dans son esprit de leader d'équipe. Moi, honnêtement, je suis très impressionné par ce qu'il apporte PJ cette année. Tu sens là qu'il a vraiment digéré, il est vraiment,
On en parlait en tout début d'année, là, en disant qu'il s'était vraiment imposé comme une figure essentielle des Mavs. Et là, ça fait même pas un an en fait qu'il est à Dallas, hein. Et là, il a réussi à prendre une place comme le leader défensif. Il est dans le top 20 de la ligue au rebond là aujourd'hui. Il enchaîne les doubles-doubles. Il a beaucoup plus d'adresse, un peu plus d'adresse extérieure, même si ça c'est fluctuant. Mais ce qui est très bien, c'est que je le trouve très bien dans ses moves un peu d'attaquer le cercle, comme il le fait régulièrement maintenant. Il a développé aussi une confiance, on sent, à prendre la balle et aller au panier. Ce qu'il faisait un peu moins, il était plus un peu free handy ou four-handy l'année dernière. Donc ouais, moi je le trouve vraiment assez impressionnant. Ma seule interrogation sur PJ Washington, enfin j'en ai deux, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter, c'est la première. Je le trouve vraiment sur un super élan. Et la deuxième, c'est faut vraiment pas qu'il se blesse en fait. Parce que je trouve qu'on n'a pas de vrai backup pour l'instant à PJ Washington. C'est-à-dire quand on se projette sur l'intersaison, enfin la trade deadline, pour moi ça va être un point d'interrogation, hein. C'est est-ce qu'il faut pas renforcer ce poste-là? Bon, enfin, je m'éloigne un peu là, je veux pas aller sur cet axe-là. Ah ouais, du très grand PJ Washington. Vraiment gros kiff. Ouais, moi hier, là, quelque chose qui m'a aussi impressionné, c'est que on a tendance à oublier qu'il est quand même très très costaud, qu'il est quand même grand. On le voit des fois un peu comme un poste 3, 4, mais en fait c'est un vrai poste 4. Hier notamment, là où il m'a impressionné, c'est en défense sur Karl Anthony Towns, il bougeait pas, alors qu'on sait que Towns est plus grand, plus lourd. Il a vraiment un coffre qui est assez fou et qui est très 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 important pour la défense. Donc je regardais un petit peu son contrat. J'ai été agréablement surpris de voir que je ne savais pas qu'il était dégressif son contrat. Donc l'an prochain, on le paye 14 millions pour ce qu'il Ouais. apporte. C'est vraiment très 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 propre. Donc je suis bien content qu'il soit pas free agent là à l'été 2025 parce que vraiment c'est le genre de joueur que beaucoup d'équipes veulent avoir. Il a été révélé à Dallas. On en avait parlé un petit peu de ces joueurs comme Gafford qui ont toujours été dans un environnement perdant. On n'a jamais vraiment pu leur donner leur chance. Et là on voit qu'en fait quand tu lui mets sa chance, quand tu le mets dans un bon effectif, mais ce joueur, qu'est-ce qu'il est important. C'est pas un hasard qu'il était absent pendant la série de défaites et que là, depuis qu'il est revenu, ça va très bien. Donc, ouais, grosse satisfaction. On en parlait, je crois, dans notre podcast de cet été en disant, maintenant, c'est à PJ Washington d'affirmer que c'est un vrai cadre de cet effectif. Pour moi, c'est déjà validé. C'est déjà validé tout ce qu'il apporte là. C'est vraiment ouf et c'est très très rassurant d'avoir ce mec dans l'effectif. Et c'est pas pour rien que c'est le seul joueur avec Kyrie qui a le plus de minutes dans l'effectif, hein. Et si vous l'avez pas vu, ça va durer, mais regardez ça. Il met une bâche de l'espace Oh putain, ouais. à À la Karl fin, là. Anthony Towns. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à regarder. Ah oui, oui. Moi, j'aurais pu arrêter le match là, hein. Je pense qu'après ça, on peut complètement tout arrêter. Oui. Un de ses scotch, mais mon ami Towns, qui est quand même plus grand que lui, qui fait un bon match d'ailleurs. Après ça, je pense que tu peux complètement Ouais, arrêter le match. totalement. Impressionnant d'intensité physique. Ça Ouais, a bien dépendre avait de Karl Anthony Towns après. Il a eu 2 contre New York, 3 contre Atlanta. Défensivement, c'est l'encre, je ne sais pas si ça se dit en français, anchor de l'équipe. Ouais, totalement. D'ailleurs, alors, je vais pas dire il est candidat pour le MIP parce qu'il était déjà fort l'année dernière, mais vraiment, je me demande où il va s'arrêter en fait là. Par contre, il est candidat All Defensive Team pour moi. Peut-être pas la Ouais, first, mais ah ouais, clairement, absolument. à voir comment se poursuit la saison, mais c'est clairement un joueur qui peut rentrer là-dedans. Et je sais pas quand c'est la dernière fois qu'on a eu un joueur All Defensive à Dallas, mais lui, candidat, hein. Très très fort candidat pour être All Defensive. Et ça valide une nouvelle fois le choix là de ce trade, de faire un EPI Washington. Moi, j'avoue que quand il vient d'une franchise de lose comme Charlotte, je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau et ce niveau aussi vite, hein. Donc une nouvelle fois, excellent choix, excellent choix de récupérer On un joueur. rappelle contre Grant Williams, Seth Curry et un premier tour de draft 2027, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Pour moi, ça s'appelle un trade contre 2 ballons et Mm. un set de maillots, tu vois, c'est à peu près ça, parce que c'est vraiment rien par rapport à un joueur de ce talent-là. Qui se rappelle de Grant Williams, accessoirement lever la main, qui fait qu'il y ait cette personne. Le pauvre bref. Bon, alors j'aimerais qu'on parle d'un autre joueur, les gars. Oui, J'aimerais qu'on parle d'un autre joueur et je crois qu'on va avoir besoin d'humilité et de mea culpa quand on va parler de ce joueur, puisque je vais parler de Spencer Dinwiddie. Je vous rappelle, dans notre émission preview cet été,
on était à peu près tous les trois d'accord de dire que Spencer allait peut-être être en fond de banc, qu'il n'allait pas vraiment avoir de minutes. On l'a vu contre Miami, il a été à 1 sur 12 au tir. Il y a pas mal de monde qui est tombé dessus parce qu'on n'était pas satisfait de sa performance Allô? offensive. Mais hier soir, Est-ce que tu m'entends, Nico? Ouais, je t'entends très bien. On a perdu Barnes. Je On pense a qu'il perdu, s'est acharné sur on a le. perdu Berne, on a perdu Berne. Mais bon, du coup, on va pouvoir parler de Dinwiddie. Je pense que vous avez deviné quoi, qu'on parlait de lui. Alors, juste avant de commencer, moi, je veux quand même rappeler un truc, c'est que il faut aussi juger un joueur par rapport à son contrat. On parle d'un joueur qui est au minimum vétéran. Donc, même, on savait que même s'il était mauvais, même si c'était compliqué, c'est pas grave. C'est un joueur qu'on a signé au minimum, donc 2 millions l'année. Et bah là, oui, ces derniers matchs, il joue pas comme un joueur à 2 millions l'année, donc c'est vraiment une super surprise. Il y avait aucun risque au final de le signer et ça se confirme. On disait, bah, ça serait bien d'avoir un Dinwiddie quand on a un Luka ou un Kyrie qui veut se reposer sur un back-to-back. Bah là, on voit qu'il y a un Luka qui a besoin de reposer son poignet. Et ben, le Dinwiddie, il est là et on voit que bah, son leadership est quand même bien, bien utile. Alors oui, face à Miami, le 1 sur 12, il fait mal. Il y a eu beaucoup de critiques le lendemain parce que au tir, tu as envie de lui dire, mec, t'es pas Kyrie, calme-toi. Mais bah, si Kidd le fait jouer autant, c'est aussi qu'il y a une raison. Il sait que par son expérience, il peut toujours apporter. Et face à Atlanta et face à New York, bah, ça a été plus que apporté. Pour moi, on peut éventuellement perdre le match face à New York hier s'il n'est pas là, parce que dans le troisième quart-temps, il y a une très très belle remontada des Knicks. Et Dinwiddie vient les calmer avec des paniers consécutifs qui nous ramènent à 19 points. Moi, j'ai vraiment soufflé dans le troisième quart-temps à ce moment-là. Et face à Atlanta, on est aussi sur un match où il a des très bons pourcentages, il est à plus de 20 points, il met des passes décisives. Bref, il remplit parfaitement son rôle pour lequel on l'a pris, hein, c'est-à-dire ajouter de la force à la main. Et la main, je parle aussi de la création, pas que de la main type Ouais. ou Grimes qui ont peut-être plus scoré, mais moins apporté de création. On parle vraiment voilà, de main quand Kyrie va devoir aller se reposer et qu'on n'a pas un Luka. Dinwiddie fait le taf. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de l'avoir. Donc, bon, ben, on savait qu'il allait avoir des matchs sans. Il est un petit peu sur la fin, etc. Mais on voit que ben, il y a quand même des matchs avec qui sont tout à fait Ouais. possibles. Donc, Après, il joue beaucoup plus que prévu aussi, bah, parce que l'effectif là, on a pas mal de joueurs blessés sur les lignes arrière, donc il prend plus de place que ce qui n'était prévu. Et moi, le seul bémol, c'est effectivement, c'est contre Miami où tu peux dire, est-ce que c'est normal qu'ils jouent autant, qu'ils prennent autant de tirs pour nuancer le truc. Tu vois que Grimes après joue pas le match suivant, pas en forme pour. Donc ouais, effectivement, il a beaucoup forcé contre Miami, mais est-ce qu'il y avait beaucoup d'options à ce moment-là? Autant ouais, il a forcé comme un coquin, ça m'a un peu agacé, mais ouais, Dinwiddie, c'est les cycles, tu sais. Moi, je vous ai annoncé d'ailleurs, hein, je vous avais dit, je suis sûr qu'après Miami, il va faire masterclass Dinwiddie, et que c'est exactement ce qui se passe. Il a ses soirs sans, il a ses soirs avec. Il faut savoir jongler avec ça. Il faut savoir lui donner, quand il a un bon soir, bah, à la fois dans la passe et dans le scoring, il peut être chaud. Et là, il avoue qu'il dépasse un peu nos prévisions, hein. Ah oui, moi, il y a un truc où New il York, m'impressionne, c'est pour aller c'est provoquer des fautes. Hein. Pardon, j'ai quelqu'un parler en même temps, mais je disais, oui, moi, pour provoquer les fautes, je suis très agréablement surpris du moteur qu'il a encore pour aller le chercher. Donc, on a 5 lancers face au Heat, 6 ou 7 face aux Hawks. Ouais, il provoque encore, il va au panier. Donc, il montre que physiquement, il y a quand même toujours quelque chose qui est là. Donc, c'est vraiment très, très, très agréable de l'avoir dans l'effectif pour apporter un peu plus de choix en termes de sortie de banc pour amener de la création et du scoring. ouais, il était vraiment particulièrement contre les Hawks. Si vous n'avez pas vu ce match-là, on a l'impression que c'était facile. C'était quand même pas un match facile. Ça a été bien serré, quasiment jusqu'à ce que Kyrie fasse un show de première classe. Mais heureusement qu'il était là, Dinwiddie, hein. Il a vraiment été chirurgical dans ce match-là. Et le terme chirurgical, je vais l'appliquer aussi au match d'hier contre New York. Il a été très, très juste. Très, très juste. Il fait 9 passes. Il a 8 sur 11 au tir. Il a vraiment été très précis et très juste. Ça m'a rappelé vraiment le Dinwiddie qui s'est révélé dans les Nets il y a quelques années Ouais, maintenant. avec D'Angelo, ouais. Non, faut profiter, il y aura des matchs à 0 sur 5 à 3 points, il y en a d'autres à 3 sur 5. Profitons tant que c'est là, et soyons un peu des fois indulgents, parce que c'est vrai qu'on est quand même souvent plus dur avec un Dinwiddie qu'on le sera avec un Irving. Mais bon, voilà, c'est
c'est en tout cas Ouais, une mais belle opération d'être allé le chercher en 15e homme, quoi. et moi vraiment là c'est pareil, excellent choix du coup de l'avoir récupéré parce que même s'il a du déchet et qu'il peut être agaçant, on avait aussi dit qu'il aurait de la place quand l'effectif en aurait besoin, quand il y aura des joueurs sur le flanc, bah, c'est exactement ce qui se passe. Donc, Tout à fait. ravi. Après, est-ce qu'il va réussir à reprendre sa place probablement avec moins de minutes et à rester performant quand tout le monde sera rentré, ça va être le point Ah bah, d'interrogation. Mais... il y aura, Problème de il y aura un riche. Problème de Ouais, riche. tout à fait. Alors les gars, un autre joueur là qui nous donne entière satisfaction, c'est Najee Marshall, 26 points, 24 points pardon hier contre New York, mais c'est pas que hier. Hein, sur les derniers matchs, il a été extraordinaire. Il met plus de 20 points, c'est tout simple. Dans les 4 derniers matchs, il met plus de 20 points. Il est d'une constance assez extraordinaire. Et en fait, il tirait pas très bien à 3 points en début de saison. Là, sur les 4 derniers matchs, il est à 10 sur 18. Donc, si on prend le Najee Marshall qu'on connaît depuis le début de saison et qu'on lui rajoute une adresse extérieure, ça devient un joueur clé de cet effectif, Nico. Je sais pas si le jeu de mots était voulu que tu as fait, Barn, mais oui, ça devient un joueur clé. T'as compris? Parce qu'il va Oui. commencer à avoir débat pour d'autres choses. Excuse-moi, ça m'a fait sourire. Vas-y, Nico. Non, moi je voulais juste vous ramener un morceau que vous connaissez. Je disais, c'est son surnom à Najee Marshall, c'est The Knife. Donc pour moi, c'est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Non, blague à part, Najee Marshall, honnêtement, alors après, évidemment, on a notre curseur de fans de Mavs qui suivons particulièrement précisément ce qui se passe à Dallas. Mais moi, c'est grosse révélation. Hein. Là, ces derniers matchs, là, je l'appelle MVP des Knives maintenant. Il montre des deux côtés du terrain des qualités que je ne soupçonnais pas en fait. Donc je le trouve super impressionnant. Comme tu disais très bien Quentin dans un épisode précédent, il n'a pas forcément une très belle gestuelle dans ce qu'il fait. J'ai toujours l'impression qu'il balance un peu. Oui. C'est pas forcément aussi délié et magnifique que Kyrie Irving. Par contre, il est d'une efficacité, c'est chirurgical et il montre aussi une adresse à 3 points qu'on lui connaissait pas. En tout cas, moi, je ne lui connaissais pas. Il s'impose comme un leader d'équipe des Mavs à un point où, la clé, comme tu disais, ça pose des questions, honnêtement. Hein. Ouais. Ça va devenir compliqué avec ce niveau de performance de réduire les minutes de Najee Marshall et de donner plus de place à Klay Thompson. Hein. Ouais. Bah, et puis, le tir à 3 points, je sais pas si on n'est pas. Si c'est même pas peut-être un peu une surchauffe, parce que c'est limite trop, quoi. Trop, c'est très bien pour nous, hein, mais je dis, faut pas peut-être s'attendre à ce que ça soit quand même aussi souvent de cette précision, parce qu'il y en a mais qui sont d'une difficulté assez folle et qu'il arrive à rentrer. Et par contre, mais alors, moi, là où vraiment, je suis super étonné, c'est ces flotteurs, là. C'est quoi ces flotteurs? Ils ont aucune dégaine, mais ils rentrent. Et il est vraiment efficace là-dessus. Il se crée son shoot, il va dans la raquette et c'est devenu un peu son signature move, ces flotteurs voilà, qui ressemblent à rien, mais qui rentrent, quoi. Et ça fait vraiment du bien. Donc c'est trop cool ce joueur qui sort un petit peu de nulle part. J'imagine que les fans des Pels le connaissaient très bien, mais j'avoue que je le connaissais pas trop avant cette année. On l'a pris pour pallier au départ de Derrick Jones Jr. Bah, franchement, c'est une nouvelle mission réussie pour Nico Harrison, j'ai envie de dire. Franchement, il rate pas grand-chose, lui. C'est tout bon, donc profitons. Je pense quand même qu'on est un peu dans une surchauffe et que là, la série de 4 matchs à 20 points, c'est un truc de fou. Hein. Faut quand même se rendre compte que on parle d'un joueur à 10 millions l'année, il n'est pas censé faire ces stats-là, donc que ça dure le plus longtemps possible, profitons. Mais en tout cas, voilà, ça nous apporte une performance, une profondeur du banc qui est vraiment très bonne, qui fait plaisir à avoir. Et voilà, bah, je pense comme Quentin Grimes, faut qu'on en parle aussi. Hier, comme tu as dit, hein, il était très très motivé de jouer face à son ancienne équipe, pardon. On l'a vu notamment sur un 3+1, là où tu sais, il y a la faute, il est en angle 0 et il est derrière le banc des Knicks. Il tombe par terre et en fait il a encore le cul par terre et il se retourne, il regarde le banc des Knicks parce qu'il vient d'avoir le 3+1. C'est ça le message. Exactement. Remember me, tu vois. Et il a été très 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 bon. Il me semble que à un moment, je sais plus, il défendait
comment il s'appelle, McBride, le joueur avec qui il se battait un peu, au niveau des minutes à New York. Il a été très très bon face à lui. Tu sentais qu'il y avait un peu quelque chose de personnel. Et puis pour le coup, il est très très beau à voir jouer, je trouve, dans sa gestuelle, etc. Donc ce combo là, Marshall, Grimes, Dinwiddie qui sort du banc avec Gafford quand il est là, ça nous donne vraiment une second unit qui est très 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 agréable. Alors Grimes en plus il est dans une année où il doit prouver, parce qu'on rappelle que l'an prochain il sera free agent, mais pour l'instant il se montre être vraiment indispensable et très très utile en sortie de banc, un petit peu aux dépens de Jaden Hardy qui a un peu plus de mal à se montrer. Ouais, moi, pour revenir sur ce que tu décrivais sur la fin de contrat de Grimes, là, ça va vraiment être un truc à gérer. On n'a pas réussi à le re-signer, justement. Il y avait des discussions, je ne sais pas si c'était vraiment officiel. Tu as l'impression, en tout cas, que tu entendais des bruits de discussion pour le prolonger dès le début de saison. Ça ne s'est pas fait. À la fois, j'espère qu'il va continuer à se révéler. Et en même temps, va falloir lui trouver une place dans le cap, là, parce que il a quand même des qualités défensives et même des qualités de polyvalence dont on a besoin. Et tu as l'impression que ça fit bien aussi avec le reste de l'effectif. Tout Et à cette fait. fit, je l'applique à Najee Marshall, qui est quand même pour moi, à la limite, dans le top 3 des raisons de cette superbe série de victoires qui se révèle. Bien sûr. Dieu de- Petite précision, Grimes, contrairement à la plupart des autres joueurs, il sera free agent restreint cet été. C'est-à-dire que si n'importe quelle équipe lui fait une proposition, on pourra matcher la proposition et le garder avec nous. Donc il y a beaucoup plus de chances de le garder que s'il était free agent non restreint, par exemple ce qui était le cas de Jalen Brunson à la fin de son contrat rookie parce que c'était un rookie de second tour. Là, Grimes, vu que c'est un rookie de premier tour, il sera quand même free agent restreint. Donc si on veut le garder, on le gardera pour faire grosso modo. Même s'il faut peut-être le surpayer, on pourra le garder. On trouvera de la place. On trouvera de la place pour les joueurs performants et qui s'intègrent bien. En plus, il est jeune, il va falloir trouver de la place pour ça. Ouais. Bon, les gars, on a parlé de Dinwiddie, Marshall et Grimes. Trois énormes surprises, belles surprises de cet été. C'est Nico Harrison là qu'il faut remercier. Encore une fois, franchement, Nico Harrison, il fait des moves, il fait des trades vraiment intelligents. Il va chercher les joueurs qui vont bien s'intégrer dans cet effectif. Bravo Nico le bien nommé. Bravo une nouvelle fois pour ces choix-là. Bon, après, il n'a pas fait que des bons choix pour l'instant. On s'est focusé sur les excellentes sélections. Il y en a un qui me laisse un peu sceptique, mais on va le mettre sous le tapis pour aujourd'hui, qui s'appelle Klay Thompson. On va célébrer, on va être ravis de la victoire et de l'élan des Mavs. Et effectivement, cette sélection Najee Marshall pour remplacer Derrick Jones Jr. Et Quentin Grimes, et effectivement, Dinwiddie, comme on disait, on n'avait pas grand-chose à perdre. Là, on a surtout beaucoup à gagner. Dinwiddie montre ce niveau de jeu. Nico, le bien nommé, a bien choisi Quentin, le bien nommé. Donc il manque un Barnab dans l'effectif et franchement, on sera pas mal. On peut renommer Marshall Barnabé Marshall. Peut-être qu'on peut faire ça. Alors, moi, je voulais aussi un petit mot pour Gortman, notre two-way contract, qui a eu quelques minutes sur ses derniers matchs. Alors, il n'a pas forcément scoré. Il y a eu un panier à 3 points, c'était cool. Mais surtout, alors je sais, j'ai un doute. Je crois que c'est contre Atlanta. On était un petit peu dans un creux. Gortman rentre. Il ne va pas scorer, mais ça va coïncider avec une période où on va réussir à remonter. Donc, voilà, c'est cool. Il faut qu'il continue comme ça. Il faut qu'il prenne de la confiance. Et Maxi Kleber aussi. Un petit peu aussi Dwight Powell, mais surtout Kleber qui, lors des derniers matchs où on a manqué de Lively ou de Gafford, a eu plus de minutes et s'est montré plutôt utile, notamment en défense. Donc c'est cool, le PPR, malgré l'âge qui commence à avancer, se montre utile. Alors quand même, c'est pas très fiable au niveau de l'attaque, du tir à 3 points, mais en défense, il est toujours là, il fait du bien. Donc voilà, je voulais un petit mot pour ces deux-là. Et sinon, ça quand même, le fait que Gortman joue, ça entérine vraiment le Prosper au rang pour l'instant de hors rotation. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Pour l'instant, voilà, c'est plus sur Gortman qu'on a l'air de se projeter. Ouais, après, pour moi, ça va être la question que j'évoquais un peu à demi-mot tout à l'heure. C'est la rotation au poste 4 et la dépendance PJ Washington qu'on a. Si Prosper saisit pas la chance, là, j'ai l'impression qu'il a saisi de moins en moins, parce que de toute façon, elle se présente de moins en moins, et que notre ami Maxi Kleber effectivement donne quelques bonnes minutes, mais dans une forte adversité, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, laissons notre ami Nico Harrison réfléchir à tout ça et voir s'il n'y a pas une opportunité de marché pour renforcer ce poste 4 qui me fait un petit peu peur, moi. Bon, les gars, des choix de riches.
Il faut qu'on pose quand même la question, parce que dans les médias, récemment, avec cette belle série des Mavs sans Luka Doncic, la question du retour de Luka, elle est sur la table. J'ai posé la question au départ à nos auditeurs, à savoir comment est-ce que les Mavs vont gérer le retour de Luka. Peut-être qu'il va revenir dans le prochain match, je crois, contre le Jazz. Est-ce que les Mavs jouent mieux sans Luka? C'est vraiment la question de base qu'on voit sur les réseaux sociaux, Quentin. Ouais, alors sur les réseaux sociaux, on voit même des fois des affirmations. Il n'y a même pas de point d'interrogation. C'est les Mavs jouent mieux sans Luka. On est quand même sur un sujet qui est assez complexe. Non, quand même, l'équipe ne va pas être meilleure sans Luka Doncic. On parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, le numéro 2 derrière Jokic. Donc non, l'équipe n'est pas meilleure sans Luka. Le jeu peut être un peu plus agréable à regarder des fois, par un pace qui est évidemment plus élevé, on en a déjà parlé 36 fois, peut-être un peu plus de collectif, mais quand on ajoute un joueur comme Luka Doncic en forme, évidemment que l'équipe, elle sera plus performante. L'importance, il se trouve dans le en forme. Il faut que Luka il puisse guérir tous les petits soucis qu'il a. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'on peut prendre notre temps. Donc, c'est pas du tout sûr qu'il revienne contre Utah. Il n'y a pas eu encore de déclaration officielle. On sait juste que hier, il s'est entraîné avant le match face aux Knicks en individuel et que Jason Kidd s'est montré plutôt positif. Donc, je pense qu'il va être peut-être out contre Utah et puis un retour contre Portland, ça serait cool avec peut-être des joueurs qui auront besoin de se reposer vu que ça sera un back-to-back et un Luka qui revient face à une équipe plutôt faible. Ça serait pas mal, mais l'important c'est que maintenant on peut prendre notre temps pour le faire revenir. On n'est pas obligé de précipiter son retour comme ça aurait pu être le cas dans les saisons précédentes. Donc voilà, un peu de respect pour Luka Doncic. On parle quand même d'un joueur, sans lui, on ne serait pas là. Tout ce qui se passe là ces dernières saisons, c'est grâce à lui, quasiment uniquement lui. J'ai envie de dire, allez, je pousse un peu le trait un peu loin, mais un peu de respect pour Luka Doncic, pour le joueur qu'il est. Les Mavs seront encore meilleurs avec lui quand il va réussir à rentrer. Il faudra juste gérer un petit peu le collectif qui devra s'adapter, mais faut bien se dire que nous les fans on parle, mais les joueurs eux, et c'est par exemple Najee Marshall qui a été le premier à le dire, ou Kyrie, ils ont très hâte que leur franchise player ils reviennent, hein. Ils savent qu'ils seront encore meilleurs avec Luka. Donc En fait, ce voilà. qu'il faut dire, c'est que si le but, c'est de gagner le titre, ça pourra pas se faire sans Luka Doncic. Là, l'équipe, elle marche bien, elle est agréable à regarder jouer, il y a du collectif. Mais si le but, c'est d'être en finale NBA, il faut que Luka revienne et qu'il joue comme il a joué ces dernières saisons. C'est ça. Il y a plein d'équipes sur une série de 7, on peut les battre sans Luka, mais on parle quand même d'équipes de fond de tableau. Mais tout ce qui va être nos vrais rivaux, du OKC, du Denver, peut-être du Knicks, et je parle même pas de Boston, mais c'est sûr que oui, sans Luka, ça sera pas possible de réussir à battre ces équipes dans une série de 7. Donc oui, on a besoin qu'ils reviennent. Et voilà. Après, je pense que sur tous les gens qui parlent de ça, je sais pas la proportion. Je pense qu'on a quand même une plus grande proportion de gens qui sont un peu en mode second degré. Tu vois, ils savent que, allez, on parle de ça parce que c'est un peu le moment et c'est drôle de parler de ça, mais que globalement, évidemment, que les Mavericks sont meilleurs avec Luka Doncic que sans. Rappelez-vous, ça n'est que de la saison régulière. C'est pas la peine de s'agiter. Si Luka il n'est pas encore dans sa forme au top, il n'a pas besoin de l'être. Il va revenir tranquillement, laissez-lui du temps. Et évidemment que les meufs... Enfin, on parle de Luka Doncic, un moment. Hein. Faut se détendre et respirer un grand coup. Hein. Je pense qu'il a suffisamment montré sur toutes les dernières saisons NBA qui est Luka Doncic. C'est pas parce qu'il n'est pas en grande forme que tout de suite... faut jeter l'eau du bain, faut sortir une expression vieille comme le monde. Laissez-lui un peu de temps de revenir. Et évidemment, il va être meilleur quand Luka sera revenu en pleine forme. Donc, il joue juste différemment, en fait. Moi, c'est surtout ça. C'est pas est-ce qu'il joue moins bien ou mieux. Il joue différemment. Effectivement, le pace est différent. Et c'est super de voir aussi les autres joueurs, comme tu l'as dit, Kyrie Irving, mais aussi Najee Marshall, qui disait, je l'ai vu sur Twitter, là, quand il parle pas de Dieu, Najee Marshall, il parle de combien Luka est impressionnant et combien il a envie qu'il revienne du coup rejoindre ses coéquipiers à Dallas. Donc c'est une non-discussion pour moi ça. Après, c'est peut-être pas mal qu'il ait été spectateur des 5 derniers matchs où l'équipe elle a bien tourné. Ça a peut-être pu lui donner des idées de comment s'intégrer différemment, comment jouer différemment pour s'intégrer plus dans le collectif, qu'on fasse moins de
d'action où c'est juste Luka qui prend le ballon et qui essaye de marquer tout seul. Ah oui, bah Ouais, là, on ne peut plus dire le narratif Luka Doncic n'est pas entouré, Luka Doncic est trop seul ou quoi. C'est fini, c'est fini. Là, clairement, il a une équipe qui est contender cette année et globalement la saison prochaine aussi. Tout le monde est sous contrat. On a 2 ans là où Luka, là, il joue quand même une partie très importante de sa carrière. Il a l'effectif pour aller jusqu'au bout. Il y a un ennemi très très fort qui évidemment qui est Boston, mais globalement, là, il a l'équipe pour aller au bout. Donc c'est maintenant et je pense qu'il le sait. Il le sait aussi et il est très content de voir que tout roule pour nos Mavericks. Allez, Quentin, un petit point sur les blessures. Je Ouais. sais que tu es le docteur chez Audi Mavs. Donc, il y a 4 joueurs majeurs qui n'ont pas joué hier. Oui. Luka, Clay, Gafford, Exum. Donne-nous un peu des nouvelles de leur état de forme. Yep, alors bon, Lucas, je viens d'en parler, donc là, il va être réévalué, donc il devrait revenir quand même prochainement, vu qu'il s'est rentraîné en individuel, donc c'est assez positif. Je pense que dans les 7 prochains jours, il devrait revenir. Pour Gafford et aussi Lively et Grimes, il y a une maladie qui court dans le vestiaire, donc j'espère qu'on est sur la fin, que personne d'autre va la choper, mais ils étaient tous listés avec illness. Donc je sais pas si c'est la même maladie, si c'est un truc qui se sont refilés ou pas. J'espère qu'on est quand même sur la fin. Après, bon, une maladie en général, c'est jamais très 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 long, donc il devrait pouvoir revenir. Klay Thompson, c'est une douleur au pied, pareil, il n'y a rien de sérieux qui a été mentionné, donc on aura d'ici après-demain le l'injury report pour savoir un petit peu s'il est listé questionable ou pas. Et enfin, Dante Exum, lui, doit être réévalué vers la fin, fin du mois de décembre pour son retour. Donc ça, faut pas attendre avant 2025 de le revoir sur les parquets, l'ami Dante. OK. Et les matchs à venir, donc là, on a un back-to-back, tu l'as dit tout à l'heure, Utah samedi, Portland dimanche. Ensuite, la semaine prochaine, c'est Memphis, Washington, Toronto. Il faut en gagner au moins 4, Nico, là. Ah bah on a honnêtement sur les 5 équipes, là, on en a 4, on est dans le fin fond de la NBA, hein. On est dans la Ligue 2, comme dirait Quentin, pour 2 matchs. Les Wizards, qui pour moi est l'équipe la plus faible cette saison, malheureusement d'assez loin. Les Raptors, ça reste très faible aussi. Utah, Portland, on en a déjà parlé combien c'était déjà l'opération tanking ou quasiment. Donc on doit au moins gagner 4. Et il y a un match super intéressant auquel on aura le plaisir d'aller d'ailleurs accessoirement contre Memphis pour la NBA Cup également le 3 décembre. Donc ça va être une belle opposition. Donc ils doivent au moins gagner 4. Et si on peut en gagner 5, ça serait même mieux. Ça nous permettrait un peu de remonter au classement, de se rediriger vers des places qui sont plus propices avec le niveau réel de l'équipe et avec nos pronostics. Et comme en plus là-haut, ça commence un peu à lâcher des matchs aussi, Tout à ça va fait. nous remettre un peu dans des dispositions qui sont un peu plus normales. Mm. Alors juste là, sur les 5 prochains matchs, quand même, il y a un back-to-back, et puis surtout, il y en a 4 qui sont à l'extérieur. Donc c'est face à des adversaires faciles, hein, Jazz, Blazers, Wizards, Raptors, les 4 matchs extérieurs. Mais bon, on sait qu'à l'extérieur, il peut toujours avoir des dysfonctionnements. Donc voilà, moi je vise quand même un 3 sur 4 sur ces matchs extérieurs. Et à domicile face aux Grizzlies, on l'a dit, hein, la NBA Cup, il faut gagner si on veut passer au stade suivant, ça serait cool. Et en prenant un peu plus de recul, on est un peu plus loin sur le mois de décembre dans la globalité. Donc il y a certains matchs entre le 8 et le 20 décembre, on attend un petit peu les résultats de la NBA Cup pour savoir quel adversaire on aura. Mais de manière globale, hein, les confrontations sont assez simples sur le mois de décembre, il va falloir faire le plein. On affronte quand même 3 fois les Blazers en décembre. Le 2 décembre, le 23-24 et puis le 29, un truc comme ça. Donc voilà, là c'est le moment d'engranger, de remonter au classement, et j'aimerais bien que fin décembre on soit dans la zone qui nous appartient, c'est-à-dire le top 4 ou au minimum le top 6. Ouais, il y a un très beau match le 21 décembre, si ma mémoire est bonne, contre les Clippers. Yes, et le 25 Et au bon évidemment. souvenir des Clippers. Ouais, Kylian Harden qui nous met du old school Harden, comme hier il s'est déchaîné. Et évidemment, le 25, le jour de Noël, nos Mavericks à 20h30 en France face aux Wolves, ça va être super cool. Voilà. Et le retour de Derrick Jones Jr. quand même à Dallas. Et Pour oui. le match le 21 décembre. Il est resté qu'une saison, mais je trouve quand même qu'il a laissé une empreinte. Bien sûr. Il a laissé une certaine empreinte. Donc j'espère qu'il sera reconnu comme il se doit. Et qu'on les tapera au passage pour lui donner un petit peu de regret en même temps. Ok, merci Quentin, merci Nico pour cette émission. On est vraiment chaud là. Les Mavs nous font vraiment plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, sûrement après le match contre Memphis qu'on va aller voir dans la salle.
D'ici là, dites-nous à votre avis comment les Mavs doivent gérer le retour de Luka Doncic et je vous souhaite un joyeux Thanksgiving. Salut tout le monde, merci encore, ciao. Salut l'équipe! Salut, salut.